des chefs d'État africains ont clos samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, deux sommets extraordinaires en constatant que terrorisme, mauvaise gouvernance et coup d'État pouvaient avoir des liens de cause à effet et aggraver les crises humanitaires qui endeuillent le continent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, que retenir de ce sommet de Malabo? Il va être difficile pour le moment de dire que retenir de ce sommet, parce que d'habitude, à la fin d'un sommet, que ce soit de la CEDEAO ou de l'Union africaine, vous avez un communiqué qui indique la teneur du sommet ou bien la teneur de ce que les chefs d'État veulent rendre public. Parfois même, il y a M. Mohamed Moustapha, M. Maki, qui prend la parole également pour expliquer un peu les questions qui ont été discutées, les décisions qui ont été prises. Curieusement, à la fin de ce sommet, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de conférence de presse. On est allé sur le site de l'Union africaine pour voir est-ce qu'il y a quelque chose, on n'a pas trouvé. Il faut se poser plusieurs questions. La première question, ils ont discuté des questions sensibles. La lutte contre le terrorisme est une question sensible. La question des coups d'État actuellement est une question sensible. Sur ces deux questions, s'ils ont pris, j'allais dire, des décisions stratégiques, il est compréhensible qu'on ne nous dise pas qu'est-ce qu'on veut faire pour ne pas informer celui qui est de l'autre côté. Mais sur la question de la bonne gouvernance, par exemple, on doit pouvoir rendre public des décisions qui ont été prises en ce qui concerne la bonne gouvernance, pour que les gouverneurs sachent que à partir de maintenant, quelqu'un qui fait de la bonne gouvernance, voilà les règles qui doivent être respectées, et que nous puissions suivre nous-mêmes, chacun dans son pays, est-ce que le pays respecte la décision qui a été prise ou pas. Oui, alors un communiqué sur la bonne gouvernance sans un communiqué sur les autres, est-ce que c'est bien fait dans ce cas? Oui, bien sûr, s'ils ont pris des décisions stratégiques par rapport à la lutte contre le terrorisme, quand on met en place ces stratégies, on ne les divulgue pas. Ça peut se comprendre. Mais pour ce qui est de la bonne gouvernance, il n'y a pas de stratégie, c'est des mécanismes qu'on met en place pour dire voilà les bonnes pratiques. C'est des mécanismes qu'on met en place pour contrôler les bonnes pratiques. Mais il y a quand même une chose intéressante qui est sortie de ce sommet. Ils ont reconnu qu'il y a beaucoup de sommets, il y a beaucoup de résolutions, mais après, il n'y a pas d'action. Parce que sur la question du terrorisme, ils sont revenus sur cette force africaine, cette force d'intervention rapide dont on parle depuis plusieurs sommets de l'Union africaine, mais qui n'a jamais vu le jour. Et très certainement, aujourd'hui, s'il faut lutter contre le terrorisme, cette force doit pouvoir jouer un rôle important. Rien que s'ils mettaient en pratique cette résolution en matière de lutte contre le terrorisme, les Africains vont s'occuper de cette question du terrorisme sur le continent africain. Et à mon avis, ce serait une très bonne chose puisque, comme on le voit, les terroristes sont en train d'aller de pays en pays. Si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas. Alors, vous avez voulu analyser un second prisme également. Est-ce qu'on peut parler de l'absence de consensus? Ça peut être, c'est ça effectivement le second prisme. D'habitude, pour faire un communiqué, comment? Il faut qu'on s'attende. Si maintenant dans la discussion, les positions ont été tellement tranchées qu'on n'a pas pu concilier les positions des uns et des autres, effectivement, la solution, c'est de ne pas faire de communiqué à la fin. Puisque d'habitude, dans le communiqué à la fin, on dit ce qui engage tout le monde. C'est l'autre analyse qu'on peut faire effectivement sur le fait qu'à la fin, on ne nous a pas fait une déclaration ou bien une publication disant voilà le résultat du sommet comme on le voit d'habitude. Alors, l'ambassadeur équato-guinéen à l'OUA, Chrysandos Obama Ondo, a cependant assuré qu'une déclaration avait été adoptée contenant une décision importante sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels, c'est ce que vous avez dit, mais a refusé d'en livrer la teneur. Est-ce que d'ici là, est-ce qu'on peut sentir dans le mode d'action au niveau du terrorisme, au niveau des changements anticonstitutionnels, ce qui a été adopté lors de ce sommet? Bien sûr, je me dis que pour la lutte contre le terrorisme, au moment où on est en train de se poser la question, est-ce que le G5 Sahel continue d'exister ou pas? Alors que le G5 Sahel était une réponse plutôt locale pour le terrorisme dans cette zone Sahel. Et aujourd'hui, on sait que le terrorisme en Afrique ne se limite pas à la zone du Sahel.
Est-ce que l'Union africaine a décidé de prendre le taureau par les cornes, de mettre en place par exemple cette force d'intervention rapide, de revoir la façon dont les Africains eux-mêmes vont se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme? Mais si c'est ça la décision, ça va être une très bonne décision, puisque depuis fort longtemps, tous les analystes le disent, on ne va pas régler le problème du terrorisme en laissant les États lutter chacun de son côté pour régler le problème du terrorisme. Et en le disant, les analystes y incluaient également les pays où les terroristes n'ont pas encore fait des attaques, en disant que mais c'est très simple, il faut les combattre là où ils sont, mais il faut les empêcher également d'aller là où ils ne sont pas encore. Alors que quand vous regardez le terrorisme, il est plutôt frontalier. On frappe ici, on traverse la frontière, on frappe là-bas, on traverse la frontière. Ce que les terroristes font ne tient aucunement compte de nos frontières. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage là-dessus sur la question des frontières et la question du terrorisme pour montrer qu'on ne peut pas lutter contre le terrorisme en restant à l'intérieur de nos frontières, alors que les terroristes agissent sans tenir compte des frontières, ce qui les met en avance par rapport à nos États. Donc espérons que la déclaration finira par sortir, et quand elle sortira, on y trouvera quelque chose d'assez important qui va permettre, à défaut d'arrêter cette violence terroriste, au moins de pouvoir la limiter. Alors, environ 113 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et 282 millions sous-alimentés. Alors, Moussa Faki a plaidé pour les mesures urgentes. Quelles mesures urgentes on peut avoir, Mamadou? Il y a plusieurs mesures urgentes. D'abord, c'est une réalité. Si je prends le cas du Burkina, vous avez 2 millions de personnes qui sont déplacées. Le mois prochain, les pluies vont commencer. Parmi les populations déplacées, beaucoup vivent de l'agriculture. Ces gens ne vont pas cultiver. Ces gens n'ont pas récolté puisqu'ils ne sont pas dans leur zone d'habitation. Alors que c'est des gens qui faisaient plutôt de l'agriculture vivrière. C'est-à-dire ils cultivent, ils remplissent leur grenier, ils ont de quoi manger. C'est grave parce que s'ils ne cultivent pas, ça posera un problème pas seulement de façon ponctuelle, comme on dit aide d'urgence, mais ça va poser un problème de façon durable. Parce que quand les pluies seront passées, il va falloir attendre la prochaine saison des pluies pour cultiver, si ils parviennent à retourner dans leur zone et qu'ils puissent rejoindre leur champ pour cultiver. Donc c'est un sérieux problème qui se pose. À côté, vous avez cette guerre en Ukraine qui crée également un problème d'approvisionnement par rapport à un certain nombre de denrées, de sorte que on craint que le continent africain, puisque nous dépendons beaucoup de l'extérieur sur un certain nombre de choses, qu'on se retrouve dans une situation de pénurie. On a vu la situation qui a commencé à se poser avec le blé, par exemple, qui touche à la production du pain, dans un certain nombre de pays où l'État est en train de se mettre en conflit avec les boulangers qui veulent augmenter les prix, qui veulent diminuer le poids, etc. Parce que les augmentations du prix de la farine, ce n'est pas un problème local, mais c'est un problème qui nous vient de l'extérieur. Et dépendant de l'extérieur, bien sûr, nous le subissons et nous le subissons de plein fouet. Effectivement, il est bon que l'Union africaine anticipe. Qu'on n'attende pas qu'on nous montre des photos d'enfants faméliques qui ne ressemblent plus à rien pour commencer à dire maintenant, attendez, il y a la faim ici, il y a la famine là-bas, 3 sont morts de faim ici. C'est maintenant effectivement qu'il faut prendre le taureau par les cornes et de 2 façons. La première façon, c'est l'aide d'urgence. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur apporte à manger immédiatement. Il y a des gens qu'il faut pouvoir organiser et remettre dans le circuit de la production pour que cette aide ne soit pas une aide à très longue durée, parce que quand ça dure, ça pose un énorme problème. Et n'oublions pas que malheureusement, l'Ukraine est en train de nous concurrencer. Aujourd'hui, à l'échelle internationale, les projecteurs sont braqués sur l'Ukraine, pas sur l'Afrique. Alors, les changements anticonstitutionnels, Mamadou Diouf, ont plus concerné l'Afrique de l'Ouest ces temps-ci, même si entre-temps, on a vu peut-être le Tchad, on a vu également le Soudan. Selon vous, quelle sera la position de l'Union africaine face à ce qui se passe surtout dans une partie de l'Afrique, comme l'Afrique de l'Ouest? En tout cas, la position de principe est connue. Pas de coup d'État. D'ailleurs, si vous regardez, puisque une bonne partie des coups d'État se sont faits en Afrique de l'Ouest, quand vous regardez les déclarations de la CEDEAO, quand vous regardez les déclarations de l'Union africaine, ce n'est pas loin d'être du copie-coller.
puisque c'est comme ça que l'Union africaine fonctionne. Quand il y a des problèmes dans une zone, l'Union africaine a tendance à déléguer à un chef d'État dans la zone. Donc, sur le principe, la condamnation, elle est très claire. Le deuxième principe, c'est le retour du pouvoir aux civils le plus rapidement possible. Et c'est là où il y aura des problèmes parce que ces nouvelles formes de transition, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, sont en train d'être des transitions qui veulent prendre tout un mandat. Alors que ce qu'on connaissait, c'est 12, 14, 16 mois, pas plus. Mais 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme les gens le proposent actuellement, c'est un sérieux problème. Parce qu'en ce moment, la personne, j'allais dire, a le temps de s'installer, de s'organiser, de mettre en place un véritable système. Et quand vous allez vouloir l'enlever, ça deviendra beaucoup plus compliqué que quand vous voulez enlever un président qui a été élu en bonne et due forme. Et c'est normal que l'Union africaine vienne appuyer la CEDEAO dans ce sens, parce qu'il faut le dire clairement, les coups d'État ne sont pas une solution. On a vu, le Mali a fait 22 mois de coups d'État. On n'est pas encore sorti de l'ornière. La Guinée, on se disait que dans 6 mois, on va voir quelque chose. Rien. Le Burkina, on n'a pas encore trouvé la solution. Pour dire que, il ne faut pas qu'on nous fasse croire que le coup d'État en tant que tel est une solution. Maintenant, il est bon qu'ils mettent le lien entre coup d'État et bonne gouvernance. Oui. Parce que cela fait partie des facteurs de ce coup d'État. Un coup d'État, c'est toujours la déclaration qui montre qu'il y a coup d'État. Qu'est-ce que les gens disent généralement? La corruption, la gabégie, le népotisme. C'est-à-dire, on cite des éléments qui posent un problème de gouvernance. Et quand ils arrivent, ils disent qu'ils viennent pour balayer, comme disait quelqu'un. C'est-à-dire enlever ce qui n'est pas bon pour mettre ce qui est bon. Bon, mais le plus souvent, quand ils balayent, c'est comme s'ils oublient de dégager les ordures et d'amener quelque part, parce qu'après, on a tendance à vouloir les balayer eux-mêmes. Et c'est là où ça pose un sérieux problème. Donc, une des façons de faire de la prévention pour qu'il n'y ait pas de coup d'État dans nos pays, mais c'est effectivement de faire de la bonne gouvernance, de gouverner dans la transparence, de faire en sorte que les citoyens soient suffisamment informés de ce qui se passe dans leur pays, que les citoyens soient suffisamment écoutés. En ce moment, on ne verrait pas ce qu'on a vu actuellement. Parce que d'habitude, quand il y avait coup d'État, les citoyens avaient tendance à dénoncer, les citoyens avaient tendance à se mettre en réserve, alors que depuis quelque temps, on a vu au Mali, on a vu au Burkina, on a vu en Guinée, les gens célébrer des coups d'État. Ce qui est paradoxal. Mais ils ont célébré des coups d'État à cause de la situation antérieure dans laquelle les populations se trouvaient. Et cette situation antérieure n'était pas une situation exemplaire en matière de gouvernance. Alors, d'ici les jours à venir, Mamadou Diouf, est-ce qu'on peut peut-être avoir un communiqué qui prouve à suffisance ce qui s'est fait à Malabo, en Guinée équatoriale? En principe, un sommet aussi important quand même ne doit pas passer inaperçu d'un point de vue de documentation, même pour des raisons historiques, pour des raisons de documentation. Il faudrait bien qu'on sache sur quoi les présidents qui se sont réunis 2 jours de suite, 2 sommets de façon pratiquement successive, sur quoi ils se sont entendus, quelles décisions ont été prises. C'est quand même le minimum en matière d'information, puisque les journalistes d'ailleurs y étaient allés carrément à Malabo. Mais quand les journalistes sont venus à Malabo, c'était pour pouvoir le plus rapidement possible avoir les résultats et les transmettre. Finalement, nous et ceux qui sont partis, est-ce que la différence est grande en matière de connaissances par rapport aux résultats? Je crois qu'ils finiront quand même par sortir la déclaration dont parle le représentant de la Guinée-Bissau au niveau de l'Union africaine. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et on reçoit le journaliste togolais Louis Kabaki.